Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le jeudi 11 janvier. Les titres de cette édition. C'est la grand-messe de la technologie et de l'innovation. Le Consumer Electronics Show se tient jusqu'à demain à Las Vegas. La French Tech y est présente et les Yvelinois bien représentés. Nous serons en direct dans un instant avec Timothée Lequen, CEO d'Energy Square. Il continue le combat. Les 7 présidents des conseils départementaux franciliens donnaient une conférence de presse ce matin. Objectif, contrer les rumeurs à propos de la métropole du Grand Paris qui laissent entendre notamment la disparition du 92, 93 et 94. Chronique à suivre. Enfin, un anniversaire, celui de la couveuse d'entreprise du BGE, Yveline, qui fête ses 10 ans. 600 entrepreneurs ont pu y tester leur projet. Claire Mellet, coach professionnelle à Villepreux et Lindeux, elle est notre invitée avec Marie-Dominique Rosoli, responsable de la couveuse. Un petit rectificatif avant de débuter ce journal. Nous recevions hier, pour rappel, les 2 auteurs du livre La Communauté, une enquête sur Trappes. Nous vous annoncions dans ce journal une séance de dédicace le 2 février à la librairie Le Pavé dans la Mare à Élancourt. Celle-ci se déroulera bien le 2 février, mais organisée par la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Les infos sont à retrouver sur le site internet de la librairie. Avec près de 4000 exposants et plus de 150 pays représentés, c'est le plus grand salon dédié à l'innovation et la technologie. Le CES, Consumer Electronics Show, a débuté mardi à Las Vegas. C'est jusqu'à demain. Et plus de 300 entreprises françaises sont présentes, dont quelques Yvelinois. Un reportage de Mélanie Poquet, Nicolas Kirillovitz et Nicolas Nandry. 4 jours pour séduire et 3 entreprises yvelinoises. Le Consumer Electronics Show est le rendez-vous international des nouvelles technologies. Lambert Trénora a fait le voyage pour faire connaître son gyropode. C'est rencontrer du monde et rencontrer les bonnes personnes. C'est-à-dire que nous, on cherche plutôt des premiers clients, des distributeurs, parce que si on veut attaquer, par exemple, le marché américain, et puis pourquoi pas des investisseurs qui seraient intéressés au projet, qui voudraient rentrer, etc. C'est un peu large. Nous, on est dans une phase où on peut se permettre de chercher un peu tout. Autre start-up, la société vélisienne OLEDcom. Son produit, la Li-Fi, une alternative au Wi-Fi qui transmet des données par la lumière. On a un produit industrialisé et prêt à être commandé et livré en juillet de cette année. On peut espérer que encore la French Tech assure sa position de leader sur les marchés technologiques. On a eu une visite d'à peu près une centaine de personnes, très très vite. Les gens sont en général renseignés sur la technologie. C'est vraiment des gens qui sont soit très intéressés par la technologie ou des grosses entreprises françaises, une grosse présence de la France dans les technologies. Une 3e innovation yvelinoise est présente à Las Vegas. Un chargeur sans fil pensé par Energy Square. 170 000 visiteurs sont attendus pour ce CES. Il fermera ses portes le 12 janvier. Et nous avons justement en direct depuis Las Vegas le CEO d'Energy Square, il est rambolitain. Timothée Lequen, bonsoir, plutôt bonjour, bonsoir. Car d'ailleurs il est 9h chez vous, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, je le disais, CEO d'Energy Square. Alors Energy Square développe une technologie de recharge sans fil, un domaine qui a la cote d'ailleurs cette année au Consumer Electronics Show où beaucoup de constructeurs présentent leurs accessoires de recharge sans fil. C'est votre 2e participation à ce salon. Pourquoi faut-il y être ? Alors, au CES, on peut rechercher 3 choses. On peut rechercher d'une part des contacts presse, parce qu'il y a à peu près toute la presse mondiale qui est sur place et qui vient un peu repérer des startups et en parler. On peut venir chercher des distributeurs. Quand on a fini d'industrialiser des produits, ensuite il faut le vendre et il faut des canaux de distribution. Et il y a tout un tas de distributeurs internationaux et américains qui vont un peu faire leurs courses et repérer les futurs produits au CES. Et puis, on peut y chercher des contacts pour faire des affaires. Nous, c'est pour ça qu'on y est. Donc, trouver des fabricants d'appareils électroniques, par exemple, qui sont sur place et avec qui on peut prendre contact et discuter facilement. Alors on l'a dit juste avant, sur le salon, plus de 300 entreprises et structures françaises qui sont représentées au sein de la French Tech. Les jeunes pousses françaises ont toute leur place dans ce CES ? Oui, elles ont toute leur place et d'ailleurs c'est assez impressionnant de voir alors dans Eureka Park. Eureka Park, c'est l'endroit du CES qui est destiné aux plus jeunes pousses, aux startups. Et la délégation française est la seconde, juste derrière les États-Unis. Il y a un peu plus de 200 startups qui sont présentes et donc ça parle français dans toutes les allées. Et on fait un certain nombre de rencontres de Français, en plus des rencontres d'Américains et d'autres personnes. Vous en avez dit 2 mots. À quoi ressemblent finalement vos journées depuis mardi sur ce CES ?
Alors nos journées, donc là ça va être le 3e jour du CES, on a déjà fait 2 jours. Donc les journées c'est 9h, 18h non-stop, donc concrètement on est debout, on pitch, donc on présente nos produits à toutes les personnes qui passent et c'est très dense. Il y a vraiment les personnes s'enchaînent rapidement. On a des rencontres toutes les 30 secondes, toutes les minutes qui arrivent, donc à la fin de la journée on est assez fatigué. Alors, certaines innovations sont complémentaires avec la vôtre. Je rappelle que vous proposez une technologie de rechargement de téléphones et tablettes sans fil. Cette technologie sans fil, comment ça fonctionne concrètement ? Alors nous, contrairement à ce qui se fait sur le marché qui fonctionne par induction, nous on a une technologie qui fonctionne par conduction, par contact. Et donc concrètement, ça permet de recharger autant d'appareils qu'on veut sur un pad qui fait à peu près 30 cm par 30 cm. Donc on peut charger 4-5 téléphones dessus. Et on travaille sur un produit d'intégration qui est fait pour être intégré directement dans des meubles, dans un bureau par exemple, et qui permet de recharger son ordinateur portable simplement en le posant dessus. Donc supprimer absolument tous les câbles électriques. Et sur le développement, en ce moment, vous en êtes où ? Il est avancé ce développement de cette technologie ? Oui, alors on a fini d'industrialiser un premier produit qui est en train d'être livré en ce moment, qui est le pad de recharge pour smartphones et tablettes. Très bien. Et on est en R&D sur le chargeur d'ordinateur portable qu'on devrait sortir dans les prochaines semaines. Et dernière réaction, quelle réaction sur ce salon des participants, des financeurs qui peuvent venir vous voir ? Quelle réaction vous avez pu collecter sur ce salon du CES ? Alors nous, on a des très bonnes réactions, surtout de la part des fabricants d'appareils électroniques qui cherchent des standards de charge et qui veulent intégrer des technologies de charge dans leurs appareils. Et donc nous, c'est ce qu'on leur propose. Et également des bonnes réactions d'entreprises qui ont tout un tas de smartphones ou de tablettes à charger tous les jours et donc qui désirent acheter notre produit pour ça, pour plus avoir besoin de les brancher en fin de journée et pouvoir simplement les poser sur notre surface pour les charger. On rappelle, il vous reste 2 jours là sur place ? Oui, il reste 2 jours. Là, on va attaquer la 3e journée dans quelques minutes. Et demain, dernière journée. Merci à Timothée Lequen d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Depuis Las Vegas, je rappelle, vous êtes le CEO d'Energy Square. Et je rappelle aussi que vous êtes rambolitain. Pour retrouver quelques informations sur la technologie que vous présentez sur ce CES, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Non, c'est non pour les départements d'Île-de-France. Ils se sont réunis une nouvelle fois aujourd'hui à Paris pour défendre leur projet de métropole du Grand Paris. Avec moi sur ce plateau, Nicolas Kirillovitz. Bonsoir. Bonsoir. La rédaction de TV 78. Les 7 départements de la région hors capitale s'inquiètent des décisions qui pourraient être annoncées en février par le gouvernement. Oui, pour l'instant, Grégory, ce n'est que des suppositions. Il n'y a rien de concret, rien d'officiel, mais les présidents des départements d'Île-de-France ont lancé une campagne médiatique très active et c'est la preuve que ces suppositions sont prises au sérieux et preuve aussi de cette inquiétude. Tous les présidents des départements parlent d'une même voix, que ce soit la droite des Hauts-de-Seine ou le Parti communiste du Val-de-Marne. C'est assez rare pour le souligner. Oui. Mais alors, à quoi s'opposent-ils concrètement, me direz-vous ? Ils sont contre en fait le projet de réforme de la métropole du Grand Paris envisagé par le gouvernement et donc par le président Emmanuel Macron. Selon le journal Le Monde, cette réforme qui sera précisée concrètement dans quelques semaines prévoit la suppression des 3 départements de la Petite Couronne, 92, 93 et 94, au profit des établissements publics territoriaux, aussi appelés EPT, créés il y a 2 ans, en même temps que cette métropole. Ces plus petites structures, qui sont au nombre de 11 dans la Petite Couronne, ressemblent grossièrement à Saint-Quentin en Yvelines et récupéraient du coup toutes les compétences des départements. Or, pour les présidents de ces départements, cette mesure serait inefficace car elle irait en fait à l'encontre de cette idée de simplification du millefeuille territorial. Alors ça, Nicolas, c'est pour la Petite Couronne. Qu'en est-il de la Grande Couronne et donc des Yvelines ? Pour les Yvelines, l'Essonne, le Val d'Oise ou encore la Seine-et-Marne, là, il n'y a pas de risque de suppression des départements, mais tout simplement d'être exclus de la métropole du Grand Paris, de ne pas faire partie du projet, donc d'être en dehors des possibles investissements, du développement de la région. La Grande Couronne veut faire partie de cette métropole du Grand Paris. Concrètement, Pierre Bédier, président du département des Yvelines, nous résume sa position. Il faut une région qui soit la métropole ou une métropole qui soit la région, peu importe. Donc l'Île-de-France, c'est une métropole et à l'intérieur de cette métropole, des élus qui existent et des structures qui existent, les départements. Donc la métropole prend plus de pouvoir venant de l'État, c'est-à-dire du haut vers le bas. Venant aussi du bas vers le haut, les départements, on peut transférer à la métropole. La métropole peut elle-même nous transférer des actions qu'elle n'arrive pas à faire elle-même.
Et preuve que le sujet est sensible politiquement, même des députés des Yvelines de La République En Marche sont d'accord finalement avec les départements, même si ce n'est pas la même couleur politique. C'est le cas de Didier Bécher, député de la 2e circonscription des Yvelines, qui lui est favorable à une métropole élargie à la région et à cette fusion entre la métropole du coup et la région, et pourrait donc éventuellement s'opposer au gouvernement et à Emmanuel Macron mi-février quand les annonces seront faites in fine. En résumé, Grégory, tout le monde est d'accord pour dire que cette métropole du Grand Paris, il faut la réformer, mais personne n'est d'accord en revanche sur la méthode. Tout ça ressemble à une guerre des territoires entre Paris, métropole actuelle et l'État d'un côté, et puis en face, dans le camp opposé, département et région. Prochain épisode le 31 janvier avec une nouvelle mobilisation prévue de tous les départements. Une nouvelle fois à Paris, ça sera le 31 janvier. Merci Nicolas pour ces précisions. Prendre 3 minutes de plus pour sauver une vie, projet annoncé le 9 janvier par le Premier ministre Édouard Philippe. La vitesse sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central va baisser de 90 à 80 km/h. Face à cette mesure, comment réagissent les Yvelinois et surtout les professionnels? Un sujet signé Camille Lambert, Nicolas Kirillovitz et Patrick Jacques de Dixmude. Je trouve que c'est pas ça qui va empêcher les accidents. C'est pas la vitesse. Ça m'étonnerait qu'il y aura moins d'accidents à 10 km, ça m'étonnerait. Je trouve à 80 km, on peut avoir des accidents même mortels, mais bon. Auprès des particuliers, l'annonce ne fait pas l'unanimité. Le gouvernement a annoncé mardi 9 janvier la baisse de la limitation de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur central. Les professionnels de la route ont eux aussi appris la nouvelle. Pour ce chauffeur de taxi, il faut surtout changer les mentalités. Le taux d'accidentologie, pour moi, je trouve qu'il a augmenté suite au comportement des gens sur la route. Donc nous, en tant que professionnels de la route, on s'en rend bien compte, bien sûr, parce qu'il suffit que vous êtes sur une voie, vous êtes peut-être 5 ou 10 km/h en dessous de la vitesse maximale, la personne derrière devient agressive parce qu'elle va être en retard à sa réunion. Constat partagé par ce coursier qui travaille sur les routes depuis 21 ans. Pour lui, le problème est avant tout comportemental. Moi, ce qui me fait peur et ce que je remarque depuis 1 ou 2 ans, c'est le téléphone portable. Je trouve que c'est un véritable danger. Je pense qu'une personne consciente qui roule à 90 en étant bien concentrée sur la route, je pense qu'elle est moins dangereuse qu'une personne qui roule à 80 et qui tape des textos. Mais plus que le téléphone, l'alcool serait la première cause de mortalité routière suivie par les excès de vitesse. Depuis 3 ans, le nombre de tués augmente. En 2016, plus de 3400 personnes ont perdu la vie sur les routes. En ce début d'année 2018, il y a bien sûr les nouveautés, on vous en a parlé dans ce 7-8 journal. Il y a aussi les traditionnelles cérémonies de vœux, ça on le voit dans un instant dans le journal. Il y a aussi les anniversaires, la couveuse d'entreprise du BGE Yvelines, elle souffle sa 10e bougie. Avec moi en plateau, 2 invités pour en parler. Marie-Dominique Rosoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du dispositif couveuse entreprise au BGE Yvelines. Avec nous également Claire Mellet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach professionnel certifié à Villepreux, vous avez fait partie de cette couveuse et cela vous a aidé dans votre activité. On va voir par quels moyens. Déjà, Marie-Dominique Rosoli, à l'occasion de ce 10e anniversaire de la couveuse du BGE Yvelines, vous avez publié ce calendrier. Il met en avant 12 histoires d'entrepreneurs qui bénéficient ou encore ont bénéficié de la couveuse, dont c'est le cas pour Claire Mellet. Pourquoi les mettre en avant, ces entrepreneurs, dans ce calendrier ? Alors l'idée, c'était effectivement de mettre en avant des parcours, des personnes et des femmes, puisque voilà, Claire est une femme qui a créé son entreprise. On avait envie, après ces 10 ans, de montrer qu'il était possible de créer une entreprise, qu'il y avait des soutiens. BGE Yvelines étant un organisme de conseil et de formation en soutien à la création d'entreprises, la couveuse est un des dispositifs que nous proposons et qui permet donc de tester pendant une année son projet avant de s'y matriculer. Donc l'idée, c'était à la fois de mettre en avant ces porteurs de projets et puis aussi les partenaires qui nous aident dans la constitution de la couveuse et dans son financement. Et 10 ans pour cette couveuse, on l'a dit, création en 2007, 600 porteurs de projets ont été accompagnés par ce dispositif. Vous en avez dit 2 mots, les objectifs d'une couveuse concrètement ? Alors très concrètement, les objectifs, c'est on arrive avec
qu'un projet mature. Donc un projet mature, ça veut dire qu'on a dépassé le stade de l'idée, on sait ce que l'on va vendre et à qui on va le vendre. Pour autant, on a encore des doutes, des questionnements sur la façon dont ça va se passer, et notamment sur une question qui nous semble importante, qui est celle de je vais devenir un chef d'entreprise, et ça, c'est un nouveau métier. Est-ce que je suis en capacité de devenir ce chef d'entreprise que j'ai envie de devenir? C'est primordial, avant cette immatriculation, de pouvoir tester, de pouvoir exercer ce projet au sein de la couveuse. Alors, primordial, le mot est peut-être fort, mais ce qui est intéressant, c'est que si on a envie, si on le souhaite, et si on a envie d'être formé à ce métier de chef d'entreprise, c'est possible, et c'est possible via la couveuse. Et vous proposez du coup, grâce à cette couveuse, un accompagnement auprès de ces donc porteurs de projets. l'accompagnement est dit renforcé, puisque les personnes sont à la fois accompagnées en individuel. Très concrètement, ils bénéficient de rendez-vous avec un conseiller expert, alors 1 à 2 fois par mois en fonction du projet, en fonction du profil. Et en parallèle, toute une série de formations, 15 formations, qui va permettre à la personne de monter en compétences. Alors, pardon, allez-y. J'allais parler des formations, mais c'était peut-être votre question. Alors moi, je voulais vous relancer sur les sorties positives. 83% de sorties positives, finalement, c'est un dispositif qui marche bien. Alors c'est un dispositif, je peux dire, qui cartonne, si je peux me permettre, c'est en début d'année, donc il faut. Donc effectivement, 83% de sorties positives chaque année, qui sont dispatchées en 65% de création effective, donc vraiment des gens qui créent leur activité. À peu près entre 10 et 15% de personnes qui vont choisir de poursuivre leur activité avec une société de portage ou une coopérative d'activité et d'emploi. Une dizaine de pourcents qui va retourner à l'emploi parce que le test n'est pas concluant, ou parce que tout simplement ils s'aperçoivent que finalement le salariat c'est aussi intéressant. Donc on est assez fiers effectivement de ce taux de sortie positif. D'autant plus qu'on s'adresse à des personnes qui sont demandeurs d'emploi et comme vous l'avez peut-être vu dans le calendrier, à une majorité de femmes. Beaucoup de femmes, j'allais vous lancer là-dessus justement. Il y a un intérêt particulier aussi pour les femmes. Alors, c'est pas forcément voulu, mais il s'avère que les femmes sont très présentes dans notre couveuse. C'est aussi vrai régionalement, mais dans le département des Yvelines, ça reste un pourcentage exceptionnel, puisque chaque année, on tourne autour de 80% de femmes qui rentrent dans le dispositif. Et donc, on voit que ces femmes créent leur activité, vivent de leur activité, développent leur activité et ont des parcours exceptionnels. Donc ça nous met évidemment le baume au cœur de les mettre en avant. L'une de ces femmes, justement, Claire Mellet, parlons de votre parcours. Vous avez travaillé d'abord dans les ressources humaines avant de changer de voie, de vous tourner vers le coaching. Finalement, comment l'opportunité d'intégrer la couveuse s'est-elle présentée ? Comment ça s'est fait ? Alors effectivement, l'opportunité s'est présentée auprès d'une autre personne qui était coach, qui avait fait la formation avec moi et qui m'a parlé de cette structure en fait pour être accompagnée. Elle était sur Lille, elle s'était fait accompagner par la structure et avait lancé son activité grâce à l'accompagnement. Moi, en tant que coach, c'est vrai que je ne peux pas chercher quelque chose de plus aligné, on va dire, avec ce que je propose, qui est de me faire moi-même accompagner. Donc ça a été naturel d'aller postuler, puisqu'on postule à la couveuse. Tout le monde ne peut pas... On en parlera peut-être après. Oui, tout à fait, rentrer comme ça. Et c'était aussi pour moi un gage de sérieux que d'avoir à présenter un dossier. Et rien que dans le fait de préparer ce dossier, ça m'a déjà mis le pied à l'étrier pour me lancer. Quand on change de voie, on se remet finalement en question. Le fait qu'il y ait un accompagnement, c'est quelque chose d'important. Ouais, tout à fait. Ça a été pour moi comme un top départ, en fait, parce que comme Marie-Dominique l'a dit, il y a à la fois un accompagnement individuel, un accompagnement collectif, donc on va se retrouver entre porteurs de projets. Et puis, il y a aussi justement tout ce réseau duquel on peut bénéficier, puisqu'on va se retrouver 1-2 fois par mois avec une quinzaine de personnes. À chaque formation, ça peut être des personnes différentes. Donc, moi, sur l'année, j'ai dû rencontrer une 50aine de personnes et je suis toujours en contact et voire je travaille maintenant avec certains d'entre elles. Certains d'entre eux et elles, parce qu'il y a aussi des hommes, on va pas, on l'a vu dans le calendrier. Une année passée, ça ressemblait à quoi concrètement ? Vous l'avez dit, accompagnement, des rencontres tout au long de cette année au sein de la couveuse. Tout à fait. Alors il y avait quasiment une formation par mois, donc c'est sur la forme d'une journée, une journée entière. Le midi, on déjeune ensemble, donc ça permet aussi de créer un peu de lien, de convivialité, aussi de parler de nos projets et de se référencer mutuellement.
auprès de notre entourage, auprès de nos proches. Ensuite, un rendez-vous par mois avec la conseillère particulière. Donc là, c'est vraiment du coaching. Là, moi, j'ai beaucoup apprécié le face-à-face avec ma conseillère et qui s'adaptait beaucoup à ce que chacun pouvait lui demander. Et moi, ça m'a servi notamment à avoir plein d'idées que je n'aurais jamais eues, comme par exemple d'aller faire des partenariats avec la mairie de ma ville ou avec d'autres personnes auxquelles j'aurais pas pensé. Vous vivez aujourd'hui de votre activité. Tout à fait. Vous diriez que ça a apporté, ça a une part importante, la couveuse, dans le fait que ça fonctionne aujourd'hui ? Je pense que oui. Oui, tout simplement pour la structure déjà. Mettre en place. Moi, j'adore le coaching, j'adore l'accompagnement. Par contre, le côté juridique, comptable et financier, c'est pas mon fort. Et le fait d'avoir régulièrement des points et d'être suivi sur ces niveaux-là, pour moi, ça a été vraiment un gage de stabilité, de sécurité pour démarrer. On a aussi un logiciel de comptabilité et de gestion sur lequel on saisit toutes nos factures. On apprend à, comme disait Marie-Dominique, à être entrepreneur, chef d'entreprise et puis à gérer sa comptabilité. Et c'est un gros plus de savoir qu'on est soutenu là-dessus et qu'on n'est pas tout seul. Il nous reste un peu plus d'une minute. Marie-Dominique Rosoli, concrètement, comment peut-on intégrer cette couveuse d'entreprise ? Alors, pour les personnes intéressées, rien de plus simple. Vous pouvez aller sur le site de BGE-Yvelines.fr, BGE78.fr. Vous aurez tout un tas d'informations sur le dispositif et vous participerez à une réunion d'information collective. À partir de là, si le dispositif vous intéresse, vous allez renseigner le fameux autodiagnostic dont parlait tout à l'heure Claire, qui nous permet en fait de comprendre où vous en êtes sur votre projet. Et puis, vous rencontrerez un conseiller en individuel qui vous préparera à ce fameux comité d'admission, le comité d'admission qui valide l'intégration dans la couveuse. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Marie-Dominique Rosoli, responsable du dispositif couveuse d'entreprise au BGE Yvelines. Et merci également à Claire Mellet, coach professionnel certifié. Vous êtes établi à Villepreux. Et pour plus d'informations sur cette couveuse d'entreprise du BGE Yvelines, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Politique locale, le torchon brûle à Maurepas. Un ancien élu de la ville a porté plainte pour diffamation contre le maire Les Républicains Grégory Garestier ainsi que des membres de sa majorité. Tous trois ont été mis en examen, qualification automatique dans ce domaine de la part du parquet. L'ex-élu qui garde l'anonymat dit avoir été victime d'insultes sur les réseaux sociaux. Affaire qui traduit l'actuel climat délétère au sein du conseil municipal. Dans le journal de la ville de décembre, les tribunes politiques ont donné lieu à de véritables passes d'armes entre la majorité et l'opposition. Controverse également à Coignères autour du PLU, le plan local d'urbanisme, arrêté par le conseil municipal le 19 décembre dernier. Ce projet qui planifie l'évolution de la commune rencontre des oppositions auprès de certains habitants du quartier du Pont de Chevreuse. Les précisions avec ce reportage de Nicolas Dandry. Donc là, vous voyez la parcelle sur laquelle j'ai déposé un permis de construire. Résidente à Coignères depuis 41 ans, Christina Moret souhaite construire cette maison. Problème, la mairie de Coignères a rendu un sursis à statuer sur cette demande. En clair, la municipalité se donne le droit de décider ultérieurement. De leur côté, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le préfet ont donné un avis favorable. J'ai acheté ce terrain que je dois aujourd'hui, j'ai un prêt sur de nombreuses années, je l'ai acheté constructible et le PLU le rend inconstructible. Conseillère municipale, opposée au plan local d'urbanisme, Christina Moret a été contrainte de quitter la majorité communale. Le PLU, compétence de la ville, détermine l'évolution de la ville. Le quartier du Pont de Chevreuse est concerné par cette planification. L'objectif du PLU est de rendre inconstructible l'intérieur des terrains, en cœur d'îlot en fait. Donc c'est ce qu'on voit en pointillé. Tout ça, ça reste inconstructible. Les opposants se sont organisés en association des riverains du Pont de Chevreuse. Face à la contestation, la mairie se défend sur les orientations du plan local d'urbanisme. C'est un plan local d'urbanisme qui a notamment pour orientation, d'autres orientations bien sûr, mais notamment comme orientation de mettre en valeur l'environnement et également de conserver la qualité du cadre de vie de la ville de Coignères. Nous souhaitons conserver sur ce quartier, plus particulièrement du Pont de Chevreuse, une qualité de vie. C'est un quartier qui est peu dense et je pense qu'il faut conserver cette qualité de vie. Ce projet a été arrêté lors du dernier conseil municipal le 19 décembre dernier. De son côté, Christina Moret a lancé une procédure contentieuse devant le tribunal administratif contre la décision de la commune.
Et puis les cérémonies de vœux se poursuivent à Saint-Quentin en Yvelines. Hier, Plaisir souhaitait une bonne année à ses habitants, en présence notamment du président du Sénat, Gérard Larcher. C'était au gymnase Nicolas Sleur. Lors de la soirée, la ville s'est vue remettre le label Ville conviviale, Ville solidaire 2018 pour son action en faveur du mieux vivre ensemble. Distinction accordée par la Fédération européenne des solidarités de proximité. Dans son allocution, la maire Joséphine Coleman-Berger a précisé les grands axes de Plaisir pour 2018. Résolument tourné vers le sport et la voirie, propos recueillis par Camille Lambert. On a vraiment des grands projets au niveau sportif par rapport aux aménagements de parcours sportifs sur le parc du Château et également dans le parc des 4 saisons. On a aussi énormément de développement de voirie sur la ville de Plaisir, sur 3 endroits particulièrement, au quartier La Boissière, très important, sur la Mare aux Saules, très important aussi, et sur la finition de l'avenue des Sablons. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. On se quitte sur un hommage, une chanson, un clip pour ne pas oublier les victimes des attentats. La marche des Crillons, c'est une chanson écrite en 2015 par Marc Isaco, un habitant de Maurepas. Auteur et compositeur, il a été inspiré par la marche du 11 janvier 2015. Rappelez-vous, en France et à travers le monde, des millions de personnes s'étaient rassemblées. On se quitte en musique. Excellente soirée sur TV78. Dessiner sur des morceaux de papier, des bouts de bois, des murs non levés, des mots d'amour, des mots de liberté, des mots pourris pour dénoncer.